Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme bouleversant de beauté et de talent avec un CV artistique de rêve. Tantôt Roméo dans Roméo et Juliette, tantôt Danny Zuko dans Grease, Aladdin, La Belle et la Bête au cinéma, aux côtés de Emma Watson, rien que ça. Mon invité du jour a eu récemment le besoin de créer des sociétés de production, Marcel Film et Naria Production, pour faire naître des projets à lui. Alexis Loison, bonjour. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce mois de juin 2023 ? Eh bien, c'est une magnifique et excellente devise parce que ça reprend plusieurs attraits de ma personnalité. C'est oser et rêver. Et en effet, ouais, j'essaye d'oser. Alors, c'est un peu dichotomique, mais j'essaye d'oser être celui dont je rêve, en fait. Tu as grandi dans le Vaucluse. Tu rêvais de quoi, petit ? Petit, je rêvais de cinéma, beaucoup. Déjà ? Beaucoup. Ouais. Que faisaient tes parents ? Mes parents, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. Ils sont très cinéphiles. Ils adorent l'art, la musique, le cinéma, mais ils sont dans le milieu médical. Mon père est chirurgien et ma mère est médecin. Waouh, donc des longues études. Des très longues études, en effet, et qui m'ont donné le goût d'une certaine rigueur sur le travail, parce que j'ai cet exemple-là, et puis j'avais cette idée-là beaucoup à la maison, du travail et des études. Et tu avais envisagé peut-être de toi devenir médecin ? Pas du tout, jamais ? Ou tu y avais pensé un peu ? Pas du tout, parce que mes parents très vite m'en ont dissuadé en me disant, tu sais, c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup d'efforts et c'est pas assez de reconnaissance dans le milieu médical. Et ils sont très fiers de leur travail, ils adorent leur travail, ils l'aiment encore, mais ils m'ont souhaité autre chose. Quelque chose qui me rendait vraiment heureux et ils ont compris ma personnalité, ils savaient que ça me rendrait pas heureux. Et tu disais le cinéma, voilà. Tu rêvais du cinéma, alors comment ? Parce qu'en fait, j'ai grandi avec un grand frère et une grande sœur qui ont 6 et 9 ans de plus que moi et donc qui sont des enfants des années 80. D'accord. Et moi, je suis plutôt un enfant des années 90, mais j'ai grandi avec eux et j'ai aussi une petite sœur. Mais j'ai grandi avec mon grand frère et ma grande sœur qui, en fait, m'ont biberonné de films des années 80, du style Retour vers le futur, les Gremlins, Indiana Jones. Que tu voyais au cinéma alors ? Tu allais au cinéma petit ? Alors non, justement, en fait, on les regardait en cassette. Ah, et ensuite, okay. Quand j'ai été en âge d'aller au cinéma, j'ai vu d'autres films dans les années 90 parce que j'étais pas né quand ces films-là sont sortis. Mais j'ai cette grosse influence du cinéma popcorn américain qui m'a toujours fait rêver. Et je me suis dit un jour, j'aimerais participer de près ou de loin à des films comme ça, des films qui me font rêver. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est un rapport avec l'enfance et à quel point je me sentais dans un cocon et dans une bulle de sécurité quand je regardais ces films. De sécurité. Tu avais des idoles ? Ouais. Quand j'étais petit, j'avais des idoles. Par exemple, Arnold Schwarzenegger, c'était mon idole. Uh-huh. Pour moi, c'était une figure paternelle. Il n'y a pas une grande différence parce que mon père est très grand et très massif aussi. Et pour moi, il y avait une figure paternelle en Arnold Schwarzenegger, alors, par exemple. Et puis j'aimais beaucoup Jim Carrey qui me faisait rire et Harrison Ford parce que je rêvais aussi qu'Harrison Ford ce soit mon père. C'était une figure paternelle aussi pour moi. Donc très tôt finalement, parce que toutes les références effectivement c'est les années 80. Et dans les années 80, t'avais quel âge là ? T'es jeune, moi je suis de 89, donc je les ai pas vécu les années 80. Ouais. À travers le cinéma, si en fait. Parce que lorsque tu parles de ces références, c'est les références des années 80. Et quand tu dis que tu savais que tu allais y participer, c'était pas défini, c'était pas comédien. Si, alors en fait, parce que le premier rapport que j'ai eu au cinéma, c'était de me dire, genre, en fait, j'ai ces icônes, ces idoles, mais en fait, ce sont des personnages. Mais qui jouent ces personnages, ce sont des acteurs. Et quand j'ai compris que acteur, c'était un métier, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais être un personnage comme ça. Et en fait, ensuite, ça s'est développé. Donc, j'ai fait des études de théâtre, j'ai voulu être acteur, j'ai toujours voulu être acteur. Alors, ça a commencé à quel âge, ça ? À partir du moment où j'ai compris que c'était un métier, vers 5-6 ans à peu près.
Ah, ok. Ah, Et j'ai- là, tes parents, ils t'ont suivi. Toujours. Toujours dans le Vaucluse. Toujours dans le Vaucluse, ils ont toujours été d'un grand soutien pour ça. Et quel genre d'enfant t'étais à l'école, au lycée, par exemple? Je pense, c'est difficile de se définir soi-même, mais je pense que j'étais le bon camarade qui faisait rire en classe. J'ai jamais été perturbateur, ni rebelle, ni quoi que ce soit. J'avais beaucoup de joie de vivre quand j'étais enfant. J'ai un rapport très particulier à l'enfance parce que c'était une période extraordinaire pour moi, grâce à mes parents. Et j'étais toujours heureux en classe. Voilà, moi je voulais m'amuser, rêver, avoir des copains. Voilà. Et les cours de théâtre, c'était là, dans ta région, dans le Vaucluse. Ça a commencé en fait au collège parce qu'il y avait pas grand chose en fait. Quand on grandit dans un tout petit village dans le Vaucluse, Ah, c'était un tout petit village, c'était où? alors plus précisément c'est à Maubec, c'est à 45 minutes d'Avignon D'accord. et c'est vraiment au pied du Luberon et C'est beau. c'est Oh là magnifique. là, c'est magnifique. Quelle C'est magnifique. chance. Aujourd'hui en tant qu'adulte, je trouve ça magnifique. C'est des paysages qui sont hyper Mais quand t'es un instagrammables. jeune enfant ambitieux, il n'y avait pas grand-chose, c'est Il ça? n'y avait pas grand-chose. C'est l'âge où tu réclames à tes parents un scooter pour aller à la ville, voir des copains, parce que les champs d'olivier, les champs de lavande, c'est Instagrammable. Mais en fait, à l'époque, tu t'en fous, quoi. Ouais. Et alors, du coup, les premiers cours de théâtre, ça se passe là-bas quand même. Ça se passe là-bas dans une MJC. Il y avait même à la mairie de la ville, il y avait une petite organisation qui faisait des cours de théâtre. C'était mes premières approches. Ensuite, je suis allé dans une plus grande ville faire des cours dans une MJC. Mais à ce moment-là, quand tu prends ces cours, tu te dis, OK, je vais en faire mon métier, c'est défini, je veux? Ou bon, tu le fais comme ça, comme un... Je le fais comme ça, mais tout en prenant du recul et en me disant, bon, c'est parce que en fait, il y a aussi pas grand-chose d'autre à faire. Il faut que je finisse mes études, il faut que j'ai mon bac. OK. La condition sine qua non de ma mère, c'était tu fais ce que tu veux. Et Ensuite, ton bac, mon fils. mettez ton bac. Enfin, et ton bac d'abord. OK. Et donc, tu passes ton bac, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je passe mon bac, mais même avant de passer mon bac, il y avait une émission sur Canal+ sur les cours Florent. Et quand je vois ça, je me dis, ah bah maman, en fait, c'est à Paris que je veux aller. Et elle m'a accompagné faire un stage. Mais là, t'avais quel âge? Tout jeune, alors? Ouais, j'avais 15, 16 ans. Ah, plutôt audacieux, alors, le jeune. Ouais, en fait, ce qu'il y a de plus audacieux, en fait, c'est pas de prendre des cours de théâtre, c'est de se dire, bon, De monter à Paris, à 15 ans, 16 ans, quand on vient du Vaucluse, un petit village quand même, non? ouais, mais c'est parce que c'est à la fois audacieux, mais surtout inconscient, parce qu'on sait pas, on n'a jamais été dans une grande ville comme Ah, ça. l'inconscience. Bah ouais, mais c'est ça qui fait des fois avancer. Avec un petit peu de chance, il se passe rien de grave. Mais est-ce que l'inconscience, c'est pas plutôt la définition d'une envie, d'un besoin nécessaire? Qui ne se... Tu vois, qui ne... Quand tu dis que c'est inconscient, ouais, tu le réfléchis pas trop, quoi. En fait, c'est en toi, t'avais envie. Ouais, parce que je suis plutôt porté par ma passion, plus passion qu'ambition, mais sans trop réfléchir, genre c'est ça que je veux faire. Et mes parents, je leur en serai toujours reconnaissant parce qu'ils m'ont jamais freiné. Et donc là, ta mère t'accompagne à Paris. Ouais, on fait un premier week-end où en fait c'est normal en tant que maman, elle veut s'assurer que oui, voilà, si on trouve un appartement, c'est un bon appartement, le quartier où il y a les cours de théâtre, ça va, c'est un peu safe, il y a pas, il peut rentrer, il peut rentrer à l'appart sans souci, donc c'est normal, elle essaie de construire un cadre tout en étant dans le Vaucluse, quoi. Donc là, tu commences les études. Là, Au cours Florent. Ouais, je commence des stages d'abord. Ah, Et ensuite, ok. une fois que j'ai mon bac, là, je vais à 18 ans à Paris. Tout de suite, à la rentrée septembre, je suis au cours Florent. Et t'as fait toutes les années? J'ai fait les 3 ans au cours Florent. Les Ouais. 3 ans au cours Florent. T'as du mérite, bravo. Oh, pas vraiment, parce qu'en fait, j'étais juste porté par beaucoup de passion et puis beaucoup de camarades que j'ai rencontrés là-bas. Et puis, j'ai fait une petite famille, on s'entraidait à chaque fois et c'était vraiment génial. Ouais. Mais alors, attends, parce que les cours Florent, c'est donc une formation de comédien, très tournée vers le théâtre. Comment tu deviens, parce que les projets s'enchaînent. Footloose, Robin des Bois, La Légende ou presque, et puis Mogador, le spectacle musical La Belle et la Bête. Tu es donc un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu chantes et tu danses et tu joues la comédie. C'est un écart incroyable quand même. Comment tu deviens artiste pluridisciplinaire? Je pense que ça va aussi avec mes influences, comme je disais, du cinéma américain, mais donc du coup, en fait, il y a des influences très anglo-saxonnes là-dedans. Et parmi mes idoles, j'avais John Travolta. Et c'était l'idole de ma mère d'abord. Et elle m'a fait découvrir Grise et La Fièvre du samedi soir quand j'étais jeune. Bah et oui. là, au lycée, moi, je me prenais pour Danny Zuko. C'est vrai? Vraiment, ouais, j'étais avec ma banane. J'avais pas de quoi faire pousser des pattes à l'époque, donc du coup, je me collais les cheveux.
Je me laissais pousser Non, les je te cheveux. crois pas. Au lycée? Au lycée, je me laissais. J'avais pas Et de tu barbe. brillais, tout le monde te regardait, tu dansais comme lui? J'étais plutôt à danser comme lui, comme Michael Jackson, qui est une de mes idoles, toujours très, très années 80, toujours. Et voilà, j'avais toutes ces influences-là, je rêvais de faire comme ces gens-là, quoi. Et donc, du coup, c'était un truc un peu sous-jacent, mais en France, la comédie musicale, c'était pas vraiment encore lié au métier d'acteur, c'était plutôt des chanteurs. Voilà, Dans, c'est ça. dans les spectacles comme Notre-Dame de Paris, les gens qui en sont sortis, par exemple, ou les Dix Commandements, ils ont plutôt des carrières de chanteurs. Mais Aujourd'hui, quand tu étais au cours Florent, tu visais les comédies musicales? pas du tout. Le premier mois, je faisais que des cours de théâtre. Et un jour, en fait, le directeur, il y avait une section comédie musicale. Ah, Et le directeur de la section comédie musicale, Michel Durand, que j'embrasse parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans ma vie et dans ma carrière. En fait, il venait faire le tour des classes pour promouvoir sa section comédie musicale parce qu'il n'y avait pas grand monde à l'époque aussi. Et il disait, voilà, à la fin de l'année, à la high school ou à la Fame, on fait un spectacle de fin d'année devant toute l'école. d'accord. Bon, ok. Et c'est quoi le spectacle? Bah, on fait Grise à la fin de l'année. Et moi, dans ma tête, ça tilt. Je fais genre, oh, et si je tentais, parce que j'aime trop Grise, j'aime trop Travolta, j'aime trop. En fait, j'aime bien danser, chanter, donc viens, on essaye. Et en fait, j'ai essayé. Et en fait, je me suis pris d'amour pour cet art-là. C'est comme si je me suis dit, ah, je me sens vraiment moi quand je fais ça, en fait. Et alors, ton premier souvenir artistique, enfin artistique, ton premier casting, ton plus grand souvenir. Alors, mon premier souvenir de casting, par exemple, c'était à la fois le plus formateur parce que c'était le pire souvenir. Ah, Parce que quand on est au cours Florent dans le cadre de l'école, en section comédie musicale, on se dit genre ouais super et tout, je suis capable de tout faire. Même, et je me souviens parce que mon professeur m'a dit genre t'es pas prêt à passer des castings, t'es pas assez mûr artistiquement. Et moi par arrogance, par trop de fougue de jeunesse, j'ai dit si. Et je suis allé passer un casting. mais c'est pas de pour, l'arrogance, c'est absolument magnifique. Combien d'invités j'ai reçus qui me disent un directeur de casting ou un professeur m'a dit t'es pas doué, t'es pas prêt, et ça les a démotivés et cassés. Alors que toi, tu savais tellement que c'était ça t'a pas perturbé. Bah, en fait, je me suis complètement planté à ce casting-là, mais j'étais bien entouré. C'est pour ça qu'en fait, je suis très reconnaissant de ces gens-là parce qu'ils m'ont jamais démotivé. Je me rappelle, c'était un casting pour Disneyland. Et en fait, les castings pour Disneyland, il y a vraiment du beau monde quand même qui travaille à Disneyland Paris. C'est vraiment des Carrément. artistes accomplis et Ouais. des vrais professionnels. Bah et à oui. l'époque, je sais pas, c'était un casting pour High School Musical. Et je me souviens y être allé en me disant genre ouais, je peux faire le truc de High School au Walt Disney Studio, bien sûr, je peux le faire. Et en fait, je me suis complètement planté. Et quand j'ai vu le spectacle, j'ai dit, ah ouais, mais j'ai pas du tout le niveau en fait. Moi, je me prends pour qui? Et en fait, quand je suis revenu en cours, la tête basse quand même, j'ai dit ouais, c'est vrai, je suis pas encore prêt. Et par exemple, Michel m'avait dit genre bah c'est pas grave, tu t'es planté, maintenant on travaille. Parce qu'il y a du potentiel, parce que tu peux le faire, mais il faut que tu travailles. Et j'avais tellement envie de faire ça. Et la même année, j'ai vu Le Roi Lion. C'était en 2008. J'ai vu Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Parce Ok. qu'ils étaient là il y a 15 ans. Ouais. Déjà. Déjà. Et c'est là que je me dis genre, ok, bah, je vais travailler parce qu'un jour, je veux faire... C'était mon but, c'était de faire un Disney sur cette scène, au Théâtre Mogador. Waouh. Ouais, c'était vraiment ça en plus. C'est fou. Et alors, ta première scène? Et ma première scène, en fait... Est-ce que c'est bien Footloose, ce qu'on a bien travaillé, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, j'ai fait quelques scènes avant, quelques events, parce que Michel nous mettait le pied à l'étrier. Et quand il faisait des events dans des cabarets en province, en fait, on pouvait être danseur derrière et tout, derrière des chanteurs, ce qui nous mettait un petit peu dans des configurations de scènes, dans des contextes professionnels. Mais ma vraie première scène en tant que rôle avec... un micro, un cachet intermittent, tout ça, un contrat. Ouais, c'était Footloose à l'espace Pierre Cardin en 2010. Alors, comment t'as décroché ce casting, justement? Eh ben, j'avais envoyé, c'était un casting ouvert. J'avais envoyé, mais un peu en me disant genre, bon, je sais pas, on verra si j'ai un peu le niveau. Je pense que, ouais, je viens de finir ma formation au cours Florent. C'est peut-être le moment. Et vraiment, j'avais le ciel avec moi parce que en fait, je finissais ma formation au cours Florent et j'ai réussi ce casting.
Et du coup, ça s'est enchaîné tout de suite vers une aventure professionnelle. J'ai pas eu de latence à galérer un petit peu. Ça s'est tout de suite enchaîné. Les spectacles, tu les enchaînes, La Belle et la Bête. Tu as joué dans des courts-métrages également avec Emma Decaune. Comment tu as atterri sur ce projet? Encore un casting? Ouais, c'était à l'époque, mon agent de l'époque, il m'avait vu dans un spectacle au Cours Florent et qui m'avait proposé quelques castings, dont celui-là, et c'était ma toute première expérience. Je m'en souviens très bien, c'était avec Emma Decaune, ouais, je lui donnais la réplique. Et ouais, c'était produit par Chabat, que j'avais rencontré. Et en fait, parce qu'avant de faire de la comédie musicale, j'avais commencé par de l'image, par faire des séries pour Canal et des courts-métrages. Et j'ai jamais perdu de vue cette carrière de comédien pur. Quand je dis comédien pur, c'est comédien sans chanter ou danser. Même si quand je chante et je danse, je me considère quand même comme un comédien. Ouais. Mais le travail n'est pas le même. Tu nous dis que ta carrière, tu as eu de la chance et que c'est assez fluide. Est-ce qu'il y a eu un moment où un casting s'est trop mal passé, où tu as douté, où tu t'es dit « Ok, c'est pas pour moi » ? Non, parce que et c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça, parce que en fait à chaque fois que je loupe quelque chose ou alors que je suis déçu, j'essaye de prendre du recul pour me dire genre ok, est-ce que j'avais vraiment envie de ce casting? Est-ce que je suis vraiment fait pour ce rôle-là? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment assez travaillé? Est-ce que j'ai vraiment le niveau? Je me remets tout le temps moi-même en question, mais jamais mon appartenance à ce milieu, à cette fibre artistique, ça a toujours été très clair pour moi parce que je pense qu'on l'a tous en soi, on a tous une fibre artistique, on a tous du goût, on a tous envie de faire quelque chose. C'est le temps et la passion qu'on y met qui fait qu'on arrive à faire quelque chose ou pas. Et le travail. Et ça fait partie du temps. En fait, quand je parle de temps, en fait, ouais, c'est du travail. On est motivé par la passion et on s'organise pour le travail. En 2016, tu as eu la chance de partir en Asie pour jouer le rôle de Roméo dans le spectacle mythique Roméo et Juliette, Les Enfants de Vérone. C'est une comédie musicale culte. Tu as eu un succès dingue. En Asie, ça cartonne les comédies musicales françaises. Il y a des stars, Laurent Bann, qu'on connaît très bien et qu'on salue. Comment tu expliques ce succès en Asie pour les comédies musicales françaises ? Pour moi, même, ça a été une vraie surprise parce que je misais pas trop dessus. Plusieurs fois, on m'avait proposé de doubler Damien. Ouais. Sauf qu'en fait, j'avais toujours un truc à faire à Paris. Et là, ça tombait bien parce que je finissais La Belle et la Bête. Damien, lui, il était sur Les Trois Mousquetaires. Et donc, du coup, en fait, il y avait une place vacante. Et on me dit, ok, là, c'est pas pour doubler, c'est pour être Roméo en titulaire. Et là, je me dis, ah, bon, je vais quand même passer l'audition, on va voir si ça match avec Gérard Presgurvic. Et ça l'a fait. J'étais un peu sceptique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les comédies musicales spéciales françaises, c'était plutôt des carrières de chanteurs. Et moi, je voulais vraiment à chaque fois justifier ma venue sur le monde du chant par un travail de comédien, jamais perdre ça. Et là, je me suis dit, bon, vas-y. Tape un kiff. De toute façon, t'es libre. T'as envie de le faire quelque part. T'as envie de taper ton kiff et chanter les rois du monde. Et en fait, j'y suis allé et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Ah ouais ? Parce que vraiment, c'était presque un plaisir coupable au début de me dire ok, tu fais Roméo dans Roméo et Juliette, tu tapes un kiff et tu chantes Aimé, tu chantes les rois du monde, tu chantes Vérone en coulisses avec tout le monde. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça reste Roméo et Juliette, ça reste William Shakespeare, ça reste une œuvre intemporelle, et j'ai pris un pied mais monstrueux à faire ça, surtout que le public chinois, en fait, pas que le public chinois, le public asiatique. En général, il vous donne tellement d'amour, mais c'est démesuré. C'est vraiment démesuré. On a l'impression d'être un demi-dieu quand on est là-bas, c'est fou. C'est vraiment fou, et ça fait pas tourner la tête parce qu'en fait on est avec une prod, on est avec des collègues et tout, et limite on prend ça avec du recul, avec pas de dérision mais du recul, en se disant genre c'est fou ce qui se passe quand même. Et c'est sur 3-4 mois, et on prend, et puis après on revient en France vraiment boosté et rempli de toute cette énergie et tout cet amour-là. Parle-nous de cette différence que vous faites souvent, vous les artistes et même les directeurs de casting, parce qu'il y a le directeur de casting spécialisé en comédie musicale à la française, et puis il y a celui à l'américaine. Quelle est la différence ? La différence, je pense que c'est ce que tu recherches. En particulier, là, je le vis sur des auditions, justement, parce qu'on recherche des comédiens, des chanteurs
Mais en fait, quand tu recherches un comédien-chanteur, mais avec un grain, avec une personnalité, en fait, c'est presque antinomique avec le fait de chercher un truc à l'anglaise, parce qu'en fait, l'artiste anglo-saxon de comédie musicale, à mon sens, il est formé pour faire le plus de rôles possible. Okay. Là où en fait, l'artiste de comédie musicale francophone, il n'est pas formé pour faire plusieurs rôles, il est formé genre pour qu'on s'intéresse à sa personnalité. C'est lui, il se forme tout seul et en fait, on va le chercher pour sa personnalité, pour son grain, pour sa voix, pour son univers. Là où en fait, dans une comédie musicale anglo-saxonne que j'ai beaucoup fait, on a tous une énergie, on a tous un univers bien défini, mais en fait, on cherche à ce que tu colles à la voix du personnage. On cherche à ce que ta voix colle au personnage. Et on te dit, chante plus comme ça, parce qu'en fait, le mec qu'il a fait à New York et à Londres, il chante plus comme ça. Et donc, on doit rentrer dans une case. Là où, en fait, à la française, on dit non, on s'intéresse à ta personnalité. Et comme j'avais fait beaucoup de comédies musicales anglo-saxonnes, j'avais tendance à voir ça d'un mauvais œil. Et en fait, une fois que je suis passé de l'autre côté, et en faisant Roméo et Juliette, je comprends tout maintenant, en fait. Les grains de voix, les personnalités, tout passe par là. Et en fait, tout est beau. Que ce soit à la française ou à l'anglo-saxonne, en fait, il n'y a pas de compétition à avoir. Il y a juste des univers un peu différents. Et des fois ça peut se rencontrer. Mais il y a rien qui est mieux ou moins bien, en fait. Il y a rien qui est plus ringard ou plus académique ou plus vendeur. Non, en fait, il y en a pour tous les goûts. Et justement, là, je fais une tournée de comédie musicale avec beaucoup de gens des comédies musicales francophones, comme Merwan Rim, comme Damien Sargue, Ginny Lynn, Priscilla Betty, même Cécilia, Cara, c'est des gens qui viennent des comédies musicales françaises. Et en fait, je me rends compte, et même Michelangelo Loconte, quand je les écoute chanter, je fais « Ah ouais, mais c'est des rockstars, les gens !» des rockstars. C'est des rockstars, en fait. Okay. Ouais. C'est pas des... c'est pas à l'américaine où, en fait, on se lève, on va à la salle de sport, tchac, on regarde sa voix, on fait attention, on boit pas trop la veille, enfin, on a une hygiène de vie. Non, en fait, les gens, c'est des rockstars. Mais les succès Disney, tu parlais tout à l'heure, moi je pense à Anaïs Delva par exemple, ou d'autres qui ont des voix extraordinaires. Elle a une voix extraordinaire, Anaïs, elle a sa voix à elle, mais après le concept Disney fait que en fait tu dois être nickel, tu dois chanter tout le temps pareil, tu dois faire remplir, cocher les cases. D'accord. Alors que c'est formaté. C'est assez formaté. Alors que pour avoir travaillé avec un mec comme Michelangelo par exemple, c'est vraiment la rockstar Michelangelo. Il arrive... Moi, je le vois pas forcément s'échauffer et puis il est un peu en mode genre ça sortira. Et on parle de rockstar. Après l'Asie, tu retournes en France, retour à Mogador avec Grise. Moi, je trouve troublante ta ressemblance avec John Travolta. Elle est vraiment troublante. Raconte-nous alors ce rôle d'Annie Souko quand tu l'interprètes. On pense à ton enfance, à tes rêves d'enfant, à ta passion, à ta mère qui est fan. Raconte-nous ce moment. Tout se mélange à ce moment-là parce que c'est à la fois mon passé, mon enfance, c'est mon avenir, c'est mon ambition, c'est mes projets, c'est ma stratégie de carrière et tout se mélange et tout se fait rencontrer à ce moment-là et c'était incroyable. Incroyable parce qu'en plus, je l'ai appris dans des circonstances un peu particulières, peu de gens le savent, mais en fait le jour où en fait il m'annonce, je passe le casting, mais le jour où il m'annonce que je fais Danny Zuko, en fait je perds mon grand-père et c'est là que je me dis genre waouh, il se passe un truc incroyable dans l'univers et c'est peut-être un peu perché ce que je dis. Non, c'est pas perché, ça me donne des frissons et je pense que quand on t'écoute, il y a une telle concordance straight, tu vois, c'est sans doute, etc. Et quand ça existe et qu'on le dit, c'est souvent la vérité. Ben ouais, et puis c'est souvent un truc que je garde un peu pour moi parce que je sais pas, ça paraît un peu bizarre et impudique à raconter, mais ce jour-là, j'avais tellement des émotions différentes que je me suis dit genre en fait c'est comme s'il y avait un passage de flambeau, la boucle est bouclée, la ou boucle un est cadeau. bouclée, et puis je me souviens quand on a fait la première de Grise, ma mère était tellement émue parce que c'est comme si genre ouais, mon grand-père il était quand même là, il m'a toujours accompagné et ouais, j'aurais beaucoup aimé qu'il voit Grise d'ailleurs. Tu as toujours cette passion pour John Travolta? Ouais, d'autant plus qu'en fait on a eu l'opportunité et la chance de le rencontrer grâce au réalisateur, ouais, parce que quand on a fait Grise à Mogador, c'était mon rêve. Raconte. Raconte. Quand on a fait Grise à Mogador,
C'était les 40 ans du film. D'accord. Et nous, on avait, Alizé et moi, on avait un lien avec le réalisateur. Alizé Lalande qui jouait Sandy. Ok. On avait un lien avec le réalisateur parce qu'on avait fait l'ouverture déjà du festival des Champs-Élysées. Lui, il était président. Donc, on avait fait un petit event de Grise et il nous avait dit, mais c'est formidable. Et on s'était amusé ensuite au photocall à refaire exactement la même photo qu'il avait fait 40 ans avant avec John Travolta et Olivia Newton-John. Nous, on était placés pareil que lui. On a fait des montages. Enfin, c'était formidable. On est resté en contact. Il est venu voir le spectacle. Et alors, on était tous sur scène et en coulisses, genre hyper stressés. T'as le réalisateur de Grease qui vient voir le spectacle Grease que t'es en train de faire 40 ans plus tard. C'est clair. Et tu te dis genre, ok, je vais le faire comme je le fais d'habitude. Je vais faire abstraction qu'il est dans la salle et tout. Et moi, de toute façon, j'avais construit le personnage et mon incarnation comme j'y suis allé avec beaucoup de sincérité en disant, bon, en fait, ça sert à rien de réinventer le personnage. Si on m'a pris, c'est que quelque part, j'avais une énergie comme le personnage. Et parce que Danny Zuko, c'est un glandeur, mais hyper attachant, en fait. On voit qu'en fait, c'est un mec qui veut faire genre. Et en fait, autour, t'as envie de gratter en disant arrête de faire genre. Arrête de faire genre, t'es un petit cœur, en fait. Et c'est hyper exaltant à jouer ça. Et en fait, je trouve que Travolta l'incarne tellement bien dans le film. Et bon, bref, ça c'était une parenthèse. Et en fait, je le faisais vraiment avec beaucoup de sincérité. Il a adoré ça. Il est tombé en amour de Alizé en disant c'est la première fois que j'entends, depuis Olivia, c'est la première fois que j'entends ce solo de Hopelessly Devoted to You aussi bien. Il lui a dit c'est ma version préférée. Donc on était tous aux anges. Et là, il nous a dit écoutez, en fait, je vais à Cannes dans 3 semaines. Présenter le film pour les 40 ans parce qu'il y avait une édition Blu-ray qui sortait. Et John sera là parce qu'on présente le film sur la plage en plein air. On va regarder le film en mode karaoké. Venez. Et nous, on était comme des fous. Et donc, du coup, en fait, on était invités à cet event. On avait fait un autre event la veille avec une autre artiste de Grease qui s'appelle Astou et Yanis qui faisait Keniki. Et tous les trois, ensuite, on est restés, Alizé, Yanis et moi, on est restés à Cannes pour voir Travolta et c'était absolument formidable de pouvoir performer à Cannes, de rencontrer Travolta et c'était pas une mince affaire parce qu'avec toute la sécurité qu'il y a autour et puis personne nous connaît dans le monde du cinéma. On a beau faire les premiers rôles à Mogador à Paris et quand on arrive à Cannes, il y a tout le cinéma du monde entier qui arrive et les gens limite ils s'en foutent un peu mais heureusement qu'on avait notre passe droit qui était Randall Kleiser, le réalisateur et qui nous a fait rentrer partout et quand on est arrivé sur la plage, une fois qu'il avait fait toutes ses interviews, il a vu John Travolta, il lui a dit John, je te présente Alizé qui fait Sandy, Yanis qui fait Keniki et Alexis qui fait toi. Et c'était formidable, mon cœur s'est arrêté parce qu'il était en face de moi, trop cool, une veste en jean. Voilà, c'est ça, parce que parfois on rencontre une idole et on est déçu. Et on a peur. Et on a peur, et alors comment ça s'est passé ? Même si on nous dit ne rencontre jamais tes idoles, là, franchement, c'était trop cool. Parce que il était à la cool, il y avait sa femme, il y avait son dernier fils, et c'était vraiment le papa poule. Il était en mode genre une veste en jean trop cool, genre comment ça va et tout. Il m'a regardé, il m'a serré la main, il me dit c'est comme me regarder dans un miroir mais plus jeune et tout. Incroyable. Et du coup j'étais genre voilà, tu balbuties un truc et tout et tu dis parce que t'as quelques secondes, parce que t'as toute la presse du monde entier qui est là, t'as les agents de sécurité, tu sais que t'as que 10 secondes à passer avec lui. Et de lui-même, il a dit, vous voulez qu'on fasse une photo ? Je veux qu'on va faire une photo. On a fait une photo devant l'affiche du film et tout. Et ensuite, on s'est assis sur des chaises d'été qui étaient sur la plage. Lui, il était au premier rang et nous, on était juste derrière avec le réalisateur. Et avec Yanis, Alizé et le réal. Non, le réal était avec lui. Mais en fait, on était juste derrière. Et avant que le film commence, en fait, il y a le générique du début. Et il se retourne vers nous trois. Et il nous dit... elle est bien la photo ? Et nous on fait quoi ? Je dis waouh. Il se soucie de savoir si la photo qu'on a prise avec. Et moi je regarde la photo, je lui montre, je fais ouais c'est cool. Malheureusement on voyait pas bien Yanis sur la photo. On dirait qu'il fait un photobombe, mais Bichette en fait lui il s'était mis un petit peu à l'écart pour que moi j'ai ma vraie photo et d'ailleurs je lui en suis reconnaissant. Et il a dit attends mais venez on fait un selfie. Et c'était trop mignon parce que du coup, en fait, il nous a dit « Mais rapprochez-vous !» Et en fait, on s'est rapproché de lui, on a fait un selfie. Et on dirait vraiment ton père qui comprend comment marche un selfie était trop content de faire un selfie avec nous. Et puis,
Et puis après, c'était que du bonheur. Enfin, j'ai cette image en tête où en fait, il y a sur l'écran géant, en extérieur, sur la plage de Cannes, il y a Summer Night en mode karaoké. Et je baisse un peu les yeux. Et devant moi, t'as John Travolta qui chante par-dessus sa propre voix, qui bat la pulsation. Des fois, il se retourne, il fait c'est bien, hein. Et je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? La magie de la vie, parce que moi, je t'imagine petit dans ton salon à regarder ce film. Et aujourd'hui, enfin, c'est la magie de la vie. D'après toi, c'est quoi? Tu l'expliques comment? En fait, c'est pour moi, quand ce genre de choses arrive, c'est une histoire de karma. C'est quand tu fais des choses avec sincérité et avec juste beaucoup de pureté. En fait, c'était pas vraiment calculé tout ça. C'est genre juste, t'envoies des signaux à l'univers. Tu dis, c'est pas je veux faire ça pour avoir ça en retour. C'est ben ce serait bien parce que moi, petit garçon, j'aimerais bien faire ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on te l'offre. Et parce que pour moi, c'est pas non plus un syndrome de Peter Pan, mais je pense que tout ce qui arrive de bien dans ta vie d'adulte, c'est quelque chose que tu voulais, que tu méritais quand tu étais enfant. C'est très touchant ce que tu racontes et ça me parle beaucoup. Quand tu décroches un rôle dans une énorme production qui s'appelle La Belle et la Bête, le film avec Emma Watson, tu peux nous raconter, parce que moi j'ai entendu dire que c'est Bill Condon, je le dis bien, le réalisateur du film et de Twilight, rien que ça, qui t'a repéré, c'est vrai, raconte-nous. Ouais, c'est exactement ça. On jouait La Belle et la Bête au Théâtre Mogador. Et j'étais pas au courant, mais l'équipe du film, qui était en repérage en France, pour faire des repérages dans des villages en France pour s'inspirer, pour faire les décors et tout du film qui existe aujourd'hui, que vous pouvez voir dans le film, ils sont allés en France. Uh-huh. Et à ce moment-là, Alan Menken, le compositeur de La Petite Sirène, Aladdin et La Belle et la Bête, entre autres, leur dit, en fait, si vous êtes en France, profitez-en pour passer à Paris. Ils jouent La Belle et la Bête au Théâtre Mogador. Et pareil, une fois de plus, genre, les planètes pouvaient pas être plus alignées. Enfin, tu vois, j'aurais pu faire La Belle et la Bête l'année d'après ou l'année d'avant. En fait, on se serait jamais croisés. Et il vient voir le show, personne n'est au courant. Ok. Mais t'as 5-6 personnes de Walt Disney Pictures qui sont là, en fait, dans la salle. Et la prod, évidemment, ne nous le dit pas. Parce que s'il nous le dit, nous, en fait, on est en train de se liquéfier. C'est clair. Donc, en fait, on fait le spectacle, comme d'hab. Et tant mieux, parce qu'en fait, si on l'avait su, peut-être on aurait surjoué, on aurait survendu un truc, on n'aurait pas été naturel. Et comme tous les soirs, on a fait le spectacle avec énormément de plaisir. Parce que jouer dans La Belle et la Bête de Disney, c'est genre juste un rêve d'enfant, quoi. Surtout, moi, faire Gaston, c'est... quand tu fais Gaston et que t'es un mec, t'as le droit de tout faire en fait. Et tout le monde se marre parce que c'est tellement absurde ce que tu fais. Mais si t'y crois, en fait, les gens se marrent dans le public, ils te détestent, mais ils se marrent en même temps. Et... Si t'y crois, la sincérité, elle revient beaucoup quand tu parles de ta carrière. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, en tant qu'acteur, même si tu joues un pourri, en fait, tu te dis, ok, d'accord, je joue une scène, elle est affreuse cette scène, il est hyper macho, il est phallocrate, Gaston, mais tu te dis genre, ok, va chercher dans une partie bien sombre, parce qu'on a tous même si on est très gentil et très clair et très pur, on a tous une partie sombre. Et tu te dis, ok, si un jour t'es de très mauvaise humeur et t'as envie de faire un truc pas classe, comment tu le ferais? Et en fait, tu le fais tous les soirs. Et c'est marrant à faire, parce que tu sais que c'est tellement absurde, c'est tellement pas toi, mais on a tous des parts d'ombre et il faut aller chercher là-dedans, comme quand tu vas chercher, comme quand tu joues Danny Zuko et que tu te fais rembarrer alors que tu es censé être le beau gosse du truc. Tu te dis, ok, tu l'as déjà vécu à un moment donné, genre, va chercher ça et ça te permet de faire une pseudothérapie. Il y a une forme de catharsis qui s'installe parce que c'est une pseudothérapie de dire, genre, tu vois, c'est pas si grave que ça. Bon, bref. Et donc, on a joué La Belle et la Bête et à la fin du spectacle, le company manager vient me chercher dans ma loge pour me dire il y a quelqu'un qui veut te voir sur scène. Et des fois, tu as un package au Théâtre Mogador et dans d'autres théâtres d'ailleurs, tu peux avoir un billet qui englobe aussi genre une coupe de champagne à l'entracte et la visite des coulisses, ou des fois genre tu peux demander genre j'aimerais bien voir tel artiste, prendre une photo avec lui, et nous on joue le jeu. Enfin moi en tout cas je joue toujours le jeu. Jamais j'ai refusé un autographe ou une photo, jamais. On est qui pour ça? Jamais de la vie. Et donc, du coup, je descends, je me dis, il y a peut-être une famille avec des enfants, ou des fois, c'est des associations qui viennent, et nous, c'est avec grand plaisir qu'on vient, qu'on fait une photo et qu'on parraine les associations, surtout pour les enfants. Et là, c'était Disney. Et en fait, quand j'arrive sur scène, j'étais encore à moitié en costume et tout, j'avais juste enlevé ma perruque, enfin, c'était le dawa sur moi.
Et je vois un monsieur avec des lunettes et une armée de gens derrière avec des attachés caisses un peu et en costume. Et je me dis genre waouh. Tu sais, t'as l'impression que la CIA arrive et tout. Tu fais genre waouh. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Et c'est un mec qui me parle en anglais et qui me dit genre ouais, c'était génial ce que t'as fait. J'ai adoré ton interprétation de Gaston. Comment est-ce que tu as travaillé le rôle? Est-ce que tu parles anglais? Mais tu as fait des cours de chant pour ça, mais tu es acteur à la base parce qu'on sent que tu es acteur et tout. Et on commençait à parler du personnage et tout. Ça a duré 5-10 minutes. Et il me dit oui, je suis le réalisateur de La Belle et la Bête. Et comme on était censé faire une captation du spectacle, Ah, t'as cru que c'était... j'ai cru que c'était le réalisateur de la captation. Et donc du coup, bah, je lui ai répondu normalement, tu vois. Ouais. Avec beaucoup de respect quand même, parce que même si c'était le réalisateur de la captation ou du Ouais. film, enfin, je sais pas, j'ai pas fait le distinguo. Et en fait, il m'a dit ah ok d'accord, mais tu fais quoi l'année prochaine? Je sais pas, je suis peut-être sur une autre comédie musicale, mais je sais pas encore. Il me dit ah, ok, très bien, ben je reviendrai vers toi. Et en fait, il s'en va. Moi dans ma tête, je suis là genre ok bon, il était Cool. sympa hein, ce mec. Ok. Et puis je repars, je fais ma life. Et quelques mois plus tard, je reçois un coup de fil de l'agence de Lucy Bevans, qui est l'agence de casting qui caste les Pirates des Caraïbes, les Star Wars, enfin tous les Grosse Disney, production, ouais. grosse prod. Et moi, quand elle m'appelle, en fait, elle me laisse un message à la base. Et j'écoute le message, je google, je dis Lucy Bevans. Et je pensais, franchement, à l'époque, que c'était mon pote Dan Ménache, qui jouait Lumière dans La Belle et la Bête, qui me faisait une vanne. Parce qu'il est capable de faire des vannes tellement poussées, tellement mises en scène, que du coup, il est hyper drôle. Mais je pensais que c'était une vanne à lui. Ok. Je pensais vraiment ça. Et en fait, elle m'appelle, et j'entends un anglais impeccable. Je me dis, bon, je pense que c'est un numéro de Londres. Je vérifie. Ouais, c'est un numéro de Londres qui m'appelle, me dit, voilà, Bill vous a adoré. Je mets Bill. Oui, Bill Condon. Et vraiment, pendant qu'elle était au téléphone, je gagnais du temps, mais je googlais le truc et je tape Bill Condon sur Google et je vois Bill Condon va adapter La Belle et la Bête en Énorme. live action et je fais et là en fait il y a un truc de je me repasse tout le film en tête et je me dis genre ah ouais ok d'accord en fait il était vraiment là pour ça, ok d'accord, waouh quoi, j'espère que j'ai pas dit une connerie, ok. Et en fait, elle me dit voilà, est-ce que vous pouvez, on vous envoie le scénario, vous signez une clause de confidentialité. C'est hyper encadré ce genre de truc. Et à la base, il voulait me voir pour le rôle de Gaston, Ok. qu'il avait adoré sur scène. Et il m'avait dit, il avait dit à l'agence de casting, voilà, j'aimerais bien le voir, il faut qu'il fasse une tape où il chante la chanson. C'était la chanson Tuons la bête, The Mob Song en anglais. Et il fait cette scène où en fait, il ligote Maurice, le père de Belle, enfin un truc hyper dark et un truc un peu gaulerie au début où en fait on voit qu'il est Que t'as dû préparer toi tout seul, que j'ai préparé moi tout seul. J'ai en te demandé filmant. à des amis C'est un de sacré m'aider. exercice, ça. Le fameux self-tape. Ouais, c'était la self-tape, c'était la première self-tape que je... Non, j'avais fait une première self-tape justement pour La Belle et la Bête Ouais. à Mogador, pour le Mm. rôle de Gaston, parce que en fait, Stage Entertainment me connaissait pas vraiment, et pour un gros rôle comme Gaston, j'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque, et j'étais trop jeune pour Gaston, mais je voulais convaincre, j'avais fait une self-tape et je l'avais envoyée, et j'avais tout mis dans cette self-tape. D'où l'importance vraiment de bien faire des super self-tapes. Je voulais convaincre. J'aime beaucoup t'entendre parce qu'il y a beaucoup de sincérité, de détermination. Et pour nos auditeurs, c'est vraiment très important. Tu parles couramment anglais aussi? Ouais. D'accord, donc t'es quelqu'un qui travaille Et ça énormément. ça m'a aidé parce que même sur la self-tape, que ce soit à Mogador ou pour le film, j'avais préparé de façon différente, mais en calculant le moindre truc, comment j'étais rasé, comment j'étais coiffé, comment je me présentais, la lumière, et avoir un truc préparé, mais pas trop. T'as quelqu'un qui t'a aidé à faire ça? J'ai quelqu'un qui m'a aidé à faire ça. Ma petite amie de l'époque pour Mogador m'avait beaucoup aidé. Et on avait fait ça chez nous, mais j'étais hyper concentré. Elle m'avait vachement aidé pour ça. Et ensuite, j'ai demandé à plusieurs personnes de m'aider pour le film parce que c'était un enjeu. Et c'était génial parce qu'en fait, tous mes potes étaient là genre « Waouh, mais attends, mais bien sûr qu'on va t'aider, c'est incroyable et tout ». Et en fait, on avait fait un Savoir truc... bien s'entourer alors aussi. Savoir Parce bien que souvent on dit que dans notre milieu, les gens sont cruels, la jalousie, etc. Et finalement, tu prouves que non, que parfois il y a une sorte de solidarité. Ouais, il y a de la camaraderie, il y a de la solidarité, parce que vous choisissez vos amis. En fait, ça se choisit tout seul. La vie, elle fait le tri. Et en fait, vous voyez vos vrais amis quand ils sont pas jaloux de vous et qui veulent juste vous aider. Ils m'avaient aidé à faire une super self-tape. Et
Ce qui m'a permis ensuite d'avoir un callback et où elle m'avait dit Ok, Bill, il veut te rencontrer à Londres. Et je suis allé à Londres, j'ai passé le casting. On a travaillé des scènes, on a travaillé avec un mec au piano. Il y avait quelqu'un qui me donnait la réplique, qui faisait Emma Watson, mais c'était pas Emma Watson à l'époque. Et on avait fait tout un travail comme ça en studio. Et c'était génial, c'était extraordinaire. C'est comme qu'on voyait dans les making-of Marvel, genre des screen tests, des trucs comme ça. Et ensuite, j'apprends que Emma Watson va faire le rôle. Et là, j'ai un coup de fil qui me dit écoute, en fait, à Hollywood, ça se passe comme ça. Tu as des A-list. Et dans les A-list, en fait, tu peux pas mettre forcément quelqu'un de complètement inconnu face à Emma Watson, ce que je comprenais très bien. Et elle m'a dit mais Bill, quand même, il veut que tu sois dans le film. Donc, on te propose le rôle de l'homme de main de Gaston. Et on va faire quelques blagues dans le film et tout, spécial. Il a fait Gaston. Donc, c'était genre juste génial. Une expérience extraordinaire. Folle. Et aujourd'hui, on t'appelle même l'homme de l'ombre parce que à 33 ans, tu as déjà fondé 2 sociétés de production, une consacrée au cinéma, Marcel Film, et une dédiée au spectacle, Naria Production. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Naria, parce que je trouve ça très joli. Pourquoi Naria? C'est qui Naria? C'est quoi? C'est perso? C'est quoi? Alors, cette société de production, elle vient du fait que pendant Grise, je voulais faire un court-métrage avec la réalisatrice Julie Rohar et ma partenaire de scène, Alizée Lalande, qui était aussi ma partenaire dans la vie. Et on avait cette passion-là. Il y avait un film qui nous tenait à cœur, qu'on voulait faire. Et pour ça, en fait, j'ai essayé de réunir des fonds, faire des crowdfunding, trouver des partenariats et Donc tout. là, tu parles de Marcel Film. Ça, c'est Marcel Film. Mais en fait, les deux sont liés. Et en fait, à partir du moment où en fait, je commence à organiser le cadre de ce film-là, c'est même Julie qui me dit en fait, officieusement, t'es un peu le producteur du film. Et je fais ah ouais, mais je crois que ça me plaît en fait. J'aime ça. Et donc du coup, je me suis lancé là-dedans et c'est là que je rencontre Bruno Amic, qui aujourd'hui est mon associé, et Patrick Raoux, qui est président de la société et qui les deux m'expliquent qu'en fait, ils sont successful dans plein de domaines, mais ils veulent maintenant travailler dans la culture. Et que cette première expérience de film qui s'appelle Louis et tu, qui était mon premier film en tant que producteur. Mais un film... Un court-métrage. Un court-métrage. Un premier court-métrage. Très bien. Et en fait, c'était cette première expérience, on apprend tous les trois dans le métier. J'ai dit, ok, on se lance, j'ai eu confiance, ils ont eu confiance, ça s'est super bien passé, le film a eu beaucoup de succès dans beaucoup de festivals partout dans le monde. Et quel est ton rôle? Producteur. Oui, mais explique-nous, qu'est-ce que c'est qu'un producteur? Rapidement. Rapidement, le producteur, en fait, il est garant de toute l'organisation du film et il est là pour répondre à la vision aussi du cinéaste qu'il a engagé. Parce que, en fait, quand tu as une histoire en tête, une vision en tant que producteur, tu te dis, ok, mais qui serait le meilleur pour réaliser un film comme ça, avec cette couleur-là? Ok, mais alors... quel compositeur pourrait être bon? Et en fait, tu vas chercher... Quel directeur de casting? Quel directeur de casting serait bon pour ça et tout? Et en comédie musicale, comme en cinéma, c'est un petit peu la même chose parce que tu réunis les Avengers autour de toi. Tu te dis, ok, en fait, il faut la meilleure équipe. Mais il faut aussi des gens qui travaillent bien ensemble, qui soient cohérents artistiquement, dans un univers soit sombre, soit un petit peu plus joyful. Et donc... c'était génial d'organiser ça, de trouver des décors avec la réal, de faire un plan de travail, de se dire ok, en fait on a tel budget, mais comment on fait pour aller au bout de cette vision avec un budget comme ça? Ok, en fait il faut trouver un décor où en fait tout soit à côté, et c'est hyper technique, mais c'est génial parce qu'une fois que le film sort, vous vous dites voilà, et c'est cette envie de créer. Après Grise, j'avais vraiment eu cette envie de créer d'autres choses, des choses à moi, parce que j'avais accompli des rêves d'enfant. Quelle est l'ambition de Marcel Film? Tu vas aller vers des longs métrages? Oui, là on est en train de finir notre premier long métrage qui sort le 29 novembre, qui s'appelle Gueule Noire. Ok. Ouais, Louis et tu a amené à cette collaboration avec Full Time Studio, avec qui on a coproduit le troisième film de Mathieu Turi. Et dedans, il y a un cast extraordinaire. Il y a Samuel Le Bihan et Jean-Hugues Anglade. Il y a Thomas Oliveres, Marc Rizzo, Bruno Sanchez. Tu joues dedans? Non. Pour cette première expérience de producteur, c'était hyper important aussi d'avoir beaucoup de recul et de voir comment est-ce que ça se passe un long métrage. Qui sont les partenaires? Comment tu le finances? Comment tu l'organises? Comment travaille la prod exé? Et en parallèle de cette activité de cinéma, du coup, mes associés en fait, avait rencontré Roberto Ciorleo, qui lui, en fait, était en train de monter une pré-production sur un spectacle qui existe aujourd'hui, qui s'appelle Je vais t'aimer, et avec plusieurs partenaires. Et
Bruno m'a dit, écoute, en fait, il y a cette opportunité de travailler en comédie musicale sur un spectacle énorme qui s'appelle Je vais t'aimer. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et j'ai dit, vous savez quoi, faut y aller. On avait vu Bernadette de Lourdes et j'ai dit Roberto m'avait dit ouais, ce sera le même metteur en scène. Bernadette de Lourdes était magnifique et je lui dis franchement, si vous faites un spectacle avec les chansons de Sardou et ce metteur en scène, c'est là que Roberto est un très bon producteur parce que lui il sait réunir les Avengers. Et j'ai dit ok, ça c'est une grosse équipe et j'aimerais bien qu'on en fasse partie. Donc Bruno a eu le bon flair là-dessus, Bruno Amick. Et on est très heureux de ça parce que du coup en fait cette activité de comédie musicale elle a mené aussi à faire des projets que à nous, dont Merlin et Grise ensuite. Alors parle-nous de ce projet audacieux, remixer les chansons cultes de Grise. C'est risqué, audacieux, on en revient toujours à Grise. Quelques mots sur ça. En fait ça vient d'une histoire d'amitié, d'une histoire de famille parce qu'une fois que Grise se termine, la saison de Grise se termine à Mogador, on est tous un peu frustrés, on part pas en tournée mais on est tous encore amis, y a des couples qui se sont faits dans le cast et puis on est tous une petite famille et on se dit si on continue un peu l'aventure en fait. Et c'est comme ça qu'est né Grise is the World. Et c'est comme ça qu'est né Grise is the World parce qu'on faisait des events et puis chacun grandissait. Florie, elle faisait les chorégraphies. Dorian était aussi à la direction artistique. Il travaillait sur les sons, il travaillait sur les visuels. Et du coup, en fait, quand en parallèle, je crée Naria Productions avec Bruno, je me dis, ok les gars, est-ce que ce serait pas bien en fait qu'on fasse tout ça ensemble, mais avec ambition et genre un step, qu'on fasse pas juste des events entre nous et on fasse des gros trucs, genre on propose un vrai spectacle. Et c'est comme ça qu'est né Grise is the World. Alors pourquoi Grise is the World? Parce qu'en fait, t'as pas le droit d'utiliser la licence Grise comme ça, elle appartient à quelqu'un, et puis il y a des ayants droit et tout. Mais sur le même format que Je vais t'aimer, qui est le titre du spectacle et qui est le titre d'une chanson de Sardou, nous on s'est dit, en fait, l'hymne de Grise, c'est quand même le générique, c'est Grise is the World, t'as le mot Grise dedans. Et Grise is the World, ça veut dire tellement de choses. C'est une hymne à la jeunesse, c'est une hymne à une génération. C'est pour ça que notre Instagram s'appelle Grise Génération, parce qu'on voulait vraiment raconter de l'histoire de qu'est-ce que c'est Grise aujourd'hui. Pas besoin de refaire la comédie musicale, on fait un concert avec les chansons et au début de chaque chanson, on dit voilà, en fait, aujourd'hui en 2023, on raconterait cette chanson comme ça. Sendradi, en fait, on le raconte comme ça. Et alors, c'est quoi les valeurs que tu veux transmettre ? Les valeurs que je veux transmettre, en fait, c'était que c'est le début d'une... en fait, quand Grise, ça se passe dans les années 50, c'est le début aussi d'une sexualité qui est assumée de la part des jeunes pour dire, en fait, nous, en fait, on se cache pas. On est comme ça. Dans les années 50. Dans les années 50. Même si le film date de 78, l'histoire se passe en 56. Ouais, bien sûr. Et t'as des personnages forts comme Rizzo qui disent, non, en fait, moi, je suis une femme. J'assume ce que je suis, j'assume ce que je dis, je mens pas. En fait, vous n'avez pas à me juger et c'est la première féministe, quoi. C'est l'un des personnages les plus forts, les personnages féminins les plus forts au cinéma que j'ai vu de toute ma vie. C'est pour ça qu'en comédie musicale, tout le monde se bat pour faire Rizzo. Pas forcément Sandy, mais toutes les filles veulent faire Rizzo. Parce que c'est pas une rebelle, en fait, c'est une féministe qui revendique en fait sa position de femme. Et aujourd'hui, en fait... et en 2023, alors ? En 2023, du coup, en fait, on s'est dit... ok, mais il n'y a pas que des positions de femmes, c'est pas que des relations homme-femme. En fait, tu peux être un homme, être homosexuel et revendiquer cette place LGBT aussi là-dedans. Et on essaye de faire passer ces messages-là aussi. Merci Alexis. On te retrouvera aux Folies Bergères en décembre. Ouais. Quelques mots ? Oui, on part en tournée. Alors, la tournée commence en octobre à Nantes, le 6. On passe à Rennes le 20. Et ensuite, on passe aux Folies Bergères le 1 et le 2 décembre. Et tout de suite après, on repart en tournée à Montpellier, Marseille et Lyon. Qu'est-ce que tu fais à part travailler ? Je passe du bon temps. Et le bon temps, en fait, je le trouve dans le travail. Donc, je voyage aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon qui regardait avec sa famille Grease et tous ces sujets qui te faisaient rêver ? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit garçon ? Je lui dirais... continue de rêver et surtout, si tu as envie de faire quelque chose, continue de vouloir les faire pour les bonnes raisons. Merci Alexis Loison, tu nous as fait rêver. Merci pour cette interview. Merci à vous.